Mercredi 31 août de l'an 2016, Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de LCF et City FM pour votre émission Talk Talk. Talk Talk de ce jour reçoit en studio deux confrères comme d'habitude. Le premier comme nom, Germain Pouli. Il est le patron du journal Togo Réveil. Bonjour Germain. Bonjour Junior et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, en face de Germain ce matin, on a Maxime Demegny, il est le numéro 2 du journal alternatif, il est le directeur de la rédaction. Bonjour Maxime. Oui, bonjour Junior, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, et auditeurs de City FM. Ok. Dans la deuxième partie, nous aurons comme invité M. Sem Kofi Amedon. Il est chef marketing de Togo Télécom. Avant toute chose, comme d'habitude, voici la une des journaux. La une des journaux de ce mercredi 31 août 2016, nous démarrons par Le Messager. Le Messager titre à sa une J-40, le sommet de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime, les réglages des plus grands au détail. Participation des jeunes au développement, Victoire Toméga Doubé a lancé les forats régionaux. Fonction publique, diagnostic des problèmes pour une meilleure gestion des ressources humaines. Dans les cas également ce mercredi, le libéral de Fabrice Pédiessi. Le sommet extraordinaire de l'UA sur la sécurité et la sûreté maritime au cœur de la troisième réunion du Haut Conseil pour la mer. Gabon, résultat de la présidentielle, les suspens demeurent. Et chef de l'APG et responsabilité de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, plaide non coupable. Le quotidien privé Liberté dans l'Écosse ce matin, il titre rapport du PNUD sur le développement humain en Afrique 2016. Le Togo passe du 167e au 162e rang mondial, mais végète parmi les pays à faible développement humain. Interview de Kako Nubukbo, l'arrimage à l'euro pose un problème de compétitivité. Football et discrimination, Togocel sponsorise le club de la préfecture d'origine de son directeur général. Nécessité d'enquête sur les évasions fiscales, le sit-in empêché, mais les OST maintiennent la pression. Les bourdes des candidates au contrôle Mustogo, édition 2016. L'Indépendant Express disponible dans les kiosques ce mercredi. Présidence, gouvernance, base PUDC, Victoire Dogbé, l'indispensable mémère qui mène fort au chaos. Un livre sur le franc CFA, interview de Kakoul Boupo, l'arrimage à l'euro pose un problème de compétitivité pour ces pays. Report de la rentrée scolaire et fronde des enseignants. Pour baisser la fièvre, le gouvernement casse le thermomètre. La dépêche est dans l'Écosse également. Titre à la une de la dépêche. Miss Togo 2016, Mademoiselle d'Almeida Koko élue. Scène apocalyptique à la morgue de Lomé. Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme. Les médias s'approprient le concept confidentiel. Fort et Bodjona se croisent à Paris. La PG a 10 ans. Cap 2015 se souvient. Les réformes politiques auront lieu quand le brouhaha va s'estomper. Dans les cas également, nous avons Golf Info. Golf Info donc qui titre à sa une ce mercredi. Togo, situation socio-économique dure comme un cajou. Togo, problématique de financement des entreprises privées. Assurer un meilleur financement bancaire des entreprises. Togo matin dans les kiosques à la une de Togo du matin. Élections locales et décentralisation. Chantier inachevé et abandonné. Dossier grippe aviaire, ce qu'il faut savoir. L'équipe sportive qui a 10 ans. Titre, staff technique des éperviers menace à peine voilée du sorcier blanc. Éliminatoire CAN 2017, Togo, Djibouti, Malapa en repérage, Tolisso, fausse piste, liste complète des joueurs convoqués. Et enfin, l'alternative dans les kiosques qui titre, scandale d'évasion fiscale, les Israéliens du phosphate carbonaté togolais, cités dans les Panama Papers, au cœur d'un deal phosphate contre protection militaire. Politique et affaires, Gilles-Christ Olympio et Barry Moussa Barké, deux papis businessmen en Inde pour un projet de sucrerie. Fin du séjour de Blaise Compaoré à Lomé. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui pour la ligne des journaux. Le jingle est derrière la première partie de l'émission. Le premier sujet abordé ce matin, c'est le report de la rentrée en raison de l'organisation du sommet sur la sécurité maritime dans notre pays. Dans un communiqué publié sur les médias publics, dans la soirée du 29 août dernier, le gouvernement togolais annonce le report de la rentrée scolaire
2016-2017, initialement prévu le lundi 26 septembre au lundi 17 octobre 2016 pour tous les ordres d'enseignement et sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement justifie sa décision par le fait que le peuple togolais tout entier se prépare activement à accueillir le sommet extraordinaire des chefs d'État et des chefs du gouvernement de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique qui va se dérouler à Lomé du 11 au 15 octobre prochain. C'est afin de créer les conditions idoines pour une bonne organisation et une réussite totale de ce grand événement que la rentrée scolaire 2017-2017 vient d'être reportée. Réaction à chaud de Germain Pouli. Oui, on a appris que la rentrée a été reportée. Et les raisons évoquées, c'est le sommet maritime. Et puis plus haut dans le communiqué, le gouvernement s'est félicité donc du bon déroulement de l'année scolaire 2015-2016. Donc a félicité tous les partenaires, à commencer par les professeurs, les enseignants, les parents d'élèves et autres. Alors on a cru comprendre que c'est dans l'esprit donc de pouvoir assurer une année aussi paisible que celle qui est écoulée, que le gouvernement a décidé ce report. Et c'est vrai que quand on évoque le sommet, on se demande si l'organisation d'un sommet à lui seul justifie le report d'une rentrée. Mais je pense que c'est de la responsabilité d'abord du gouvernement de fixer les dates de rentrée, les dates des congés, des examens, des vacances. Il est libre de fixer les dates qui lui conviennent, sauf que il manque un peu de communication. On a comme l'impression que c'est pour éviter une situation dont le gouvernement a connaissance, qu'il a préféré reporter cette rentrée à 3 semaines. Bon, pour moi, c'est pas trop grave, c'est pas la première fois qu'il y a un report de rentrée. On en a connu plusieurs reports de rentrée. On a même connu des prolongements de congés. Donc, pour les raisons à chaque fois où le gouvernement estime que c'est nécessaire. Donc, l'essentiel, c'est que ce temps-là soit mis à profit pour les derniers réglages, pour éviter ce qu'on voudrait peut-être éviter donc au mois de septembre, et donc à partir du 17 octobre, qui est la nouvelle date de la rentrée, que les choses se déroulent bien. Alors, la même question à Marcel Dominier, votre réaction sur donc la décision du gouvernement de reporter la rentrée scolaire 2016-2017 au 17 octobre au lieu du 26 septembre initialement prévu. Oui, j'ai aimé un titre, je crois ça de l'Indépendant Express, qui dit pour lutter contre la fièvre, le gouvernement casse le thermomètre. Excusez-moi, ça veut dire que en fait, vous cassez le thermomètre, mais la fièvre ne baisse pas. C'est pas parce que vous avez cassé le thermomètre que la fièvre va baisser. Et donc, ce n'est pas parce qu'on doit reporter la rentrée de 3 semaines que les revendications des enseignants, ou bien ce qu'on craint, n'existera plus. Voilà. Et donc, au lieu de faire, de se livrer à ces faux fuyants, au lieu de casser le thermomètre, autant faire face aux problèmes et les régler une fois pour de bon. Vous savez, ces problèmes que les enseignants soulèvent aujourd'hui. Jusqu'à présent, le gouvernement ne veut pas donner de raison officielle. Le gouvernement dit c'est pour que le sommet se déroule dans les conditions. Mais en quoi une rentrée empêcherait l'organisation d'un sommet des chefs d'État? Et les élèves ont quoi à foutre dans l'organisation des sommets des chefs d'État? Regardez ces pays qui accueillent dans l'année plusieurs sommets, un pays comme l'Éthiopie, Addis Abeba, le siège de l'Union africaine. Le Kenya? Oui, il y a des pays qui en accueillent en plusieurs par an. Et imaginez si les pays doivent cesser de vivre pendant l'organisation de ces sommets, voilà ce que deviendra ces pays. Et donc c'est vraiment ridicule que pour un sommet, un simple sommet, bon moi je dis un simple sommet, les chefs d'État, tout le pays se mettent à arrêter de vivre. Et donc imaginez si par exemple pour la rentrée, on reporte ça de 3 semaines. Imaginez que dans les autres secteurs aussi, ça va être un coup d'arrêt. Je parle des autres secteurs qui n'ont rien à voir avec l'organisation du sommet. Ça va être un coup d'arrêt. C'est triste. C'est triste. De toute façon, après le sommet, on va retrouver nos problèmes. Et donc, voilà. Que cache cette décision du gouvernement alors, selon vous? Oui, c'est parce que les gens veulent éviter quelque chose, une situation. Et jamais l'a dit tout à l'heure à demi-mot, les gens veulent éviter une situation. Lorsqu'on parle de rentrée,
et on parle d'organisation des sommets. On a connu ça dans le passé, dans le pays. Des gens veulent éviter que les enseignants qui commencent déjà par gronder, que l'enseignant puisse organiser des manifestations, alors qu'ils ternissent l'image du pays pendant que les chefs d'État seront à Lomé. Et donc c'est ça. Comme je le dis, après le sommet, nous allons retrouver nos problèmes. Et donc voilà, si les gens profitent, si les gens préfèrent déplacer les problèmes au lieu de les régler, c'est libre à eux. Mais de toute façon, on va se retrouver entre Togolais après le sommet. Alors, selon donc des indications, les vrais mobiles de ce report de la rentrée scolaire, et surtout ailleurs, on parle donc des réclamations des syndicats d'enseignants qui ont donc déposé une plateforme revendicative sur la table des ministères de tutelle, et du coup, le gouvernement, pour éviter, comme le disait le confrère Maxime, a préféré renvoyer la rentrée après le sommet. Oui, bon, je crois déjà pourquoi pour une fois pour de bon, le gouvernement ne veut pas faire face aux problèmes, les affronter, les régler de façon définitive au lieu de les déplacer chaque fois? Non, je crois quand même que beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de l'enseignement. La preuve, l'année dernière, il y a eu quand même un consensus qui a permis le bon déroulement de l'année scolaire. Et quand on prend un enseignant aujourd'hui et un enseignant il y a quelques années, ce n'est pas la même chose qu'il gagne. Les conditions ont été améliorées, sauf qu'il y a toujours des revendications, il y en aura toujours. Et comme on le dit, quand on a les moyens de mettre la pression sur son employeur, et notamment les enseignants et peu le corps médical qui ont beaucoup plus de moyens de pression que les autres, ils n'hésitent pas à les utiliser. Maintenant, le confrère disait que pour un simple sommet, on n'a pas besoin. Non, je crois qu'on a vu un peu comment des enseignants ont déversé dans les rues les élèves. Les enseignants ont déversé, vous avez dit? Mais les élèves sont sortis. Oui. Vous avez des preuves que les enseignants ont déversé des élèves? Écoute, quand les enseignants disent aux élèves d'être solidaires à leur cause, quand les enseignants disent aux élèves de prendre le devant, on a dénoncé ça. Les enseignants, ils ont dit aux élèves, bon, si on ne peut pas ça, si on nous soutire on considère les cours comme étant faits. L'argent de jours de grève, on considère les cours comme étant faits. On ne va plus revenir sur ce débat. On l'a fait en 100 ans. Oui. Mais l'État, gouverner, c'est prévoir. C'est ça. Je crois qu'il faut dévancer les événements. C'est ça. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on mette à profit ce temps-là. C'est 3 semaines. Pour régler cette histoire, trouver un arrangement avec les enseignants. Mais contrairement à ce le problème, c'est que pendant qu'on va le sommet, le problème va rester sans bailler, c'est après le sommet qu'on va vouloir régler le problème. Non, ce n'est pas sûr que le problème va... Peut-être que le problème est en train d'être réglé. Ils ne sont pas sûrs de le régler avant le sommet. De toute façon, c'est un problème de moyens. Quand les enseignants revendiquent, si ce n'est que la discussion, c'est facile à faire. Mais après la discussion, il faut mettre des moyens pour satisfaire. Nous sommes à 1 mois et demi du sommet. Oui, mais le sommet se tiendra. Les activités ne vont pas s'arrêter. L'école reprendra. Quand il disait les autres secteurs seront ralentis, mais il m'étonne. Moi, quand vous prenez le secteur hôtelier, par exemple, il va fonctionner comme il n'a jamais fonctionné avant. Les restaurants et tout ça, les transports, beaucoup de choses vont marcher plus qu'avant. Donc il n'y aura pas un ralentissement d'activité pendant le sommet. Sauf que le gouvernement parce que moi je n'ai pas les preuves que c'est à cause des revendications qu'on a. Officiellement, c'est pour le sommet dans de bonnes conditions. Oui, mais je peux l'imaginer. Mais le gouvernement a le devoir d'ailleurs d'assurer une bonne rentrée et un bon déroulement de l'année scolaire. Si ce report de 3 semaines permet de mettre les choses au point et d'avoir une année comme celle qui s'est écoulée, moi je le salue. Mais si, après le report du sommet, on revient maintenant dans le même travers, avec la même situation, avec des soulèvements par-ci, par-là, et qu'il n'y a pas de consensus pour que l'année se déroule bien, on sera un peu désolé. Mais je pense que 3 semaines d'abord, c'est pas trop. Mais 3 semaines, c'est beaucoup parce qu'il y a les enseignants du privé, quand ils sont en vacances, ils ne sont pas payés. Et ils sont presque la rentrée viennent pour qu'ils aient les salaires. Et ils vont devoir encore attendre longtemps. Le privé est soutenu par l'État. L'État finance le privé. Non, je parle du secteur, pas privé confessionnel. Oui, même le privé laïque. Oui, le privé laïque, l'État subventionne. Est-ce que l'État paie le salaire des enseignants? L'État paie une partie des salaires et subventionne, d'ailleurs. Mais quand ils sont en vacances, ils ne sont pas payés. Non. Mais généralement, quand ils sont en vacances, les enseignants ne sont pas payés.
ce qui est sûr, c'est que l'État, dans tous les cas, met les moyens dans l'éducation. C'est pas la peine de faire une rentrée chaotique, à mon avis, si les conditions ne sont pas réunies. Ça ne sert à rien d'ouvrir les classes le 26 septembre, de les refermer un mois après ou 2 semaines après, de les rouvrir, de les refermer et d'envoyer. Ça distrait beaucoup plus les élèves. Okay. Donc, pour moi, à mon avis, il ne faut pas que ce report-là soit inutile en réalité. Si ce report-là porte ses fruits et qu'on connaît une année heureuse, moi je crois que l'État est dans son rôle. Okay. Oui, moi ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'il y aura rentrée en septembre, vous savez, non? Et cette conférence, on l'a commencé par organiser l'année passée. L'année passée même, on a dû faire un collectif budgétaire. Justement pour cette conférence. Et parce que dans les motifs, on a dit, voilà, on n'avait pas prévu au départ l'organisation des... Voilà. Donc ça veut dire que, d'un côté, on savait depuis, avant même de fixer la rentrée, on savait depuis qu'il y aura sommet sur la sécurité maritime. Voilà, donc on avait le temps, depuis l'année passée, de prendre les dispositions pour qu'on n'en soit pas là aujourd'hui à reporter la rentrée. Maintenant, tout à l'heure, le confrère parlait de moyens pour faire face aux revendications des enseignants. Mais il y en a quand même pour organiser un sommet, pour faire plaisir à une personne. Parce que, vous savez... Faire plaisir à qui? Ouais, on connaît ça. J'aime souvent citer l'exemple de Hitler qui, en 38, avait organisé les Jeux Olympiques chez lui. Pour beaucoup, c'était des Jeux, mais Hitler, il était dans sa propagande. Aujourd'hui, c'est clair que, voilà, ces Jeux qui ont été organisés en Allemagne, du temps de Hitler, étaient des Jeux organisés par Hitler pour faire de la propagande, pour montrer la grandeur de l'Allemagne, ainsi de suite. Un an après, il a déclaré la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on sait que ce sommet, ça ne profitera qu'à une personne et à son image. En fait, c'est ce qu'il est en train de rechercher. Maintenant, on a trouvé des moyens pour ça. Vous savez, l'année passée, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont dû faire un collectif budgétaire. Ça veut dire qu'on a prévu un budget pour l'année. Mais au cours de l'année, ils ont dû modifier le budget de l'année pour intégrer la nouvelle donne, les nouvelles préoccupations liées à l'organisation de ce sommet. Mais ça veut dire qu'on a trouvé des moyens quelque part pour ce sommet. Pourquoi est-ce que depuis des années, j'ai rappelé tout à l'heure que les revendications des enseignants, ça demeure depuis, et c'est pas seulement les enseignants, mais seulement, ça couvre tous les fonctionnaires. Vous voyez, non? Ces revendications ne datent pas d'aujourd'hui. Et ça fait des années qu'on traîne ces mêmes revendications. Et on n'a jamais trouvé de moyens pour ça, mais subitement on a trouvé des moyens pour organiser un sommet, et nous apprenons que ça fait 13 milliards pour l'organisation de ce sommet. 13 milliards de nos francs pour organiser ce sommet. Et c'est 3 milliards. C'est sur fonds propres ou bien c'est sur financement étranger? Alors pourquoi est-ce qu'on a fait le collectif budgétaire alors? Si c'est sur financement étranger, pourquoi est-ce qu'on a dû revoir le budget l'année passée pour pouvoir intégrer les nouvelles préoccupations? Et donc ça veut dire que nous contribuons énormément, nous contribuons essentiellement à l'organisation de ce sommet. Et ça va rapporter aussi, combien? Attendez, je vais vous expliquer. On connaît ça. Il y aura vraiment de l'engouement, tout le monde va se trouver à sa part quand même. On connaît ça. Écoutez, quelqu'un qui est logé à l'hôtel de Février et qui participe à un sommet qui est logé peut-être à l'hôtel de Février ou bien à des ateliers au palais des congrès. Alors, en quoi ça fait tourner comme ça l'économie? C'est vrai que quelques établissements dans les restaurants et ça tourne. Les chauffeurs, les taxis privés, on parle de combien de jours? Pour au moins une semaine, mais sûrement peut-être 2 semaines, parce qu'une semaine avant le sommet, les ministres ne sont pas venus travailler. Après, on se donne rendez-vous après le sommet, on fera le bilan pour voir en quoi est-ce que ce sommet a contribué à bosser peut-être notre pays ou quelque chose comme ça, vous me direz. On se donne le rendez-vous après le sommet, mais croyez-moi, moi je parie que ce sommet, ça a fait tourner le quartier administratif pendant quelques jours, et puis après, voilà, on retrouvera nos problèmes, comme je l'ai déjà dit dès le départ. Je crois que Maxime s'amuse un peu avec ce sommet. Non, je m'amuse pas, je suis sérieux en le disant. Non, je m'amuse pas, je suis sérieux, très sérieux en le disant. Quand il dit que c'est pour faire tourner le quartier administratif, quand les délégations viennent, elles prennent des hôtels. Elles paient les hôtels. Encore faut-il démontrer que ces hôtels sont payés par les délégations. Oui, mais c'est ce qui se fait d'habitude. C'est pour ça que je dis que tu t'amuses avec ce sommet. D'abord, le chiffre de 13 milliards que tu as annoncé, tu n'as aucune preuve. Je l'ai annoncé en direct, hein. Je prends pas le risque d'annoncer des chiffres comme ça. Oui, mais c'est toi. Donc si vous avez des preuves contraires, vous l'apportez. Oui, mais si vous avez des preuves contraires, moi, je l'ai annoncé. Si vous avez des preuves contraires, vous l'apportez. D'abord, tu n'as pas. La parole. Non, oui, mais il faut pas qu'il remette en cause ce que j'ai dit comme ça. D'abord sur les chiffres qu'il avance de 13 milliards et le fait de dire que l'Union africaine
ne cofinance pas le sommet aussi. J'ai pas cité l'Union africaine. J'ai pas cité l'Union africaine. Le Togo le fait sur fonds propres. Ok. Ça veut dire qu'il n'y a pas de partenaire financier. J'ai pas dit ça non plus. Mais c'est la même chose. C'est ce que ça veut dire. Si tu dis que l'État togolais prend en charge l'organisation du sommet sur fonds propres, c'est que l'Union africaine ne contribue pas. Non, je crois que c'est une co-organisation qui est mise en place. Maintenant, le sommet rapportera. Les activités vont tourner. En ce moment, on cherche plus d'une soixantaine d'hôtels de haut standing. Et ça, c'est des privés qui vont pouvoir se faire de l'argent avec ça. Hein? Les restaurants, on n'en parle pas. Maintenant, je ne vais pas dire si ce que ça va rapporter va atteindre ce qui a été dépensé. Mais croire aussi qu'on organise un sommet pour une personne, il me déçoit. Parce que si il croit qu'une grande organisation comme l'Union africaine est sur de grandes questions comme la sécurité maritime et le développement de l'Afrique, viennent à l'honneur pour faire plaisir à une seule personne, il m'étonne. Ça veut dire que, c'est là où je dis, il s'amuse, il ne mesure même pas les enjeux de ce sommet-là, qui sont des enjeux très importants, qui impliquent d'ailleurs plusieurs pays, en dehors même des pays africains, qui sont même intéressés à venir, donc appuyer ce qui se fait en Afrique, parce que ce sont des questions de grande importance. Et donc, c'est là où je dis qu'ils s'amusent avec ce sommet. Maintenant, quand on dit il y a des revendications des enseignants, mais on a trouvé l'argent pour organiser un sommet, on pourra dire aussi, mais il y a les revendications des enseignants, mais on fait des routes, on fait des ponts, on achète des bus, on fait des trucs. C'est qu'il y a beaucoup de secteurs où il y a des problèmes. Tout est priorité. Il faut investir. Mais donc, on ne peut pas dire... On ne peut pas dire... Parce qu'il y a tel problème ici, on ne doit plus mettre de l'argent dans tel autre problème, parce que ça, c'est prioritaire. Quand chacun te parle de son secteur, comme tu l'as dit, tu diras que ce secteur est prioritaire. Ça veut dire que tout est priorité au Togo. Il faut pouvoir satisfaire chacun. Pour moi, la bonne formule, c'est de satisfaire un peu chacun et revenir encore jusqu'à ce que peut-être on puisse arriver à satisfaire. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a 3 ans, le Cameroun a organisé un sommet sur le même sujet. Il y a 3 ans, le Cameroun a organisé un sommet sur le même sujet. Après le sommet, le Cameroun n'est pas devenu un pays développé pour autant. Chaque année, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a des pays comme l'Éthiopie, comme le Kenya qui organisent des sommets, de hauts sommets, des sommets de très haut niveau. Mais ces pays ne sont pas devenus juste après ces sommets-là, voilà, les populations de ce pays n'ont pas trouvé forcément à manger après ce sommet. Ce que je veux dire, c'est que ces sommets ont des répercussions limitées, mais très très limitées. Voilà pourquoi il faut pas que on injecte des milliards dedans comme ça. Voyez, non? Alors que les Togolais ont d'autres préoccupations. On va passer à d'autres sujets. Et c'est les fonds togolais qu'on investit dedans. Non, on a passé l'objectif d'un sommet, c'est pas de rapporter de l'argent. Vous avez dit tout à l'heure que ça a fait tourner l'économie, donc c'est à ça que j'ai même dit que je ne suis même pas sûr que ce que ça va rapporter va dépasser les dépenses. Mais l'objectif d'un sommet, ce n'est même pas de rapporter de l'argent au pays. C'est pas ça l'objectif de ça. Lorsque vous tendez à le dire, je suis obligé de répondre. On va parler de l'évasion fiscale au Togo, les nouvelles révélations du journal Alternative. Le billet demandé à l'Alternative dans sa parution d'hier vient de révéler de nouveaux cas d'évasion fiscale chez nous. Votre journal, Maxime Doubigny, donc titre Scandale d'évasion fiscale, les Israéliens du phosphate carbonaté togolais cités dans les Panama Papers au cœur d'un deal phosphate contre protection militaire. On a pas assez de temps, on va savoir. Oui, en fait, très rapidement, en fait, vous savez qu'on a déjà parlé du cas Wassem, que les gens ont vite fait de baptiser Wassem Gate, dans le cadre de Panama Papers. Cette fois-ci, c'est le phosphate, toujours dans le secteur minier, et qui est concerné. Et puis, il s'agit d'un opérateur qui est en train de s'installer au Togo. Il s'agit du groupe Lenito, ceux qui sont en tête dans l'attribution du marché d'exploitation du phosphate carbonaté. Le phosphate carbonaté, c'est un autre type de phosphate qui sera exploité dans la même zone que le phosphate meuble, le phosphate qu'on exploite actuellement. Plus de 2 milliards de tonnes de gisements. Donc, ça va être, selon les prévisions, le plus gros chantier, bien le plus gros, la plus grosse exploitation de phosphate en Afrique subsaharienne, dès que ça va commencer. Et donc, c'est eux qui sont devant. Ils sont actuellement en discussion avec le gouvernement pour le lancement de l'exploitation. Donc, c'est des Israéliens. Et nous avons découvert qu'ils sont cités dans le Panama Papers. Ça veut dire qu'ils ont été clients du cabinet panaméen qui est spécialisé dans la création.
Oui, voilà, le Monsaf Fonseca qui est spécialisé dans la création des sociétés écrans, en fait. Et donc, voilà, contrairement à Wassem qui a déjà commencé son exploitation, eux, ils sont en train de s'installer. Et puis, ils sont disposés les jalons. Voilà, et ils sont pas seulement au Togo, par exemple, en Tanzanie, ils contrôlent plus de 75% des mines d'or et de cuivre. Ils ont un grand chantier en Sierra Leone, au Libéria autant pour moi, et puis aussi au Sénégal. Donc, ils sont pas depuis très longtemps en Afrique, c'est maintenant qu'ils s'installent en Afrique. Et voilà, donc ils seront bientôt probablement au Togo. Et donc, contrairement à Wassem, comme je l'ai dit, eux n'ont pas encore commencé l'exploitation, mais c'est une façon d'attirer l'attention sur l'attention des autorités publiques, des régies financières sur ces genres d'entreprises. Parce que vous savez, c'est des multinationales et qui sont présents un peu partout et donc qui utilisent des mécanismes dont ils maîtrisent les contours pour pouvoir faire de l'évasion fiscale. Et voilà, donc c'est juste... Et puis nous avons fait un parallèle avec d'autres Israéliens qui sont aussi dans le phosphate du Togo. Vous savez qu'à la SNPT, il y a un groupe d'Israéliens qui sont là-bas, qui ne sont pas dans la hiérarchie officielle, mais qui tiennent les rênes de la SNPT. On parle notamment du groupe à un certain Raphaël, que des gens ont coupé pour faire Rafi Ederi, avec son enfant Iron Ederi, qui ont la décision sur la SNPT, la nouvelle société des phosphates du Togo. Et donc on se demande si c'est gratuit ou bien c'est une coïncidence si on a des Israéliens au niveau des phosphates. Pourquoi parlez-vous de protection militaire là? Je comprends pas. Oui, justement, on a fait toute une analyse autour de la chose, parce que par exemple celui qui s'installe aujourd'hui, on parle du groupe Elenito, le responsable du groupe Elenito est dit être proche du ministre de l'actuel ministre de la Défense en Israël. Et donc vous comprenez, et puis lorsque Fana Sigbe se rend en 4 ans en Israël et qu'il demande à bénéficier de l'expertise israélienne en matière de défense et de protection. Et donc tout ça, on se demande si tout ça est gratuit, si la coïncidence est gratuite dans ce cas. Germain, un mot là-dessus? Oui, non, je crois que Alternative fait bien d'éveiller la conscience des Togolais, peut-être des autorités, pour voir s'il n'y a pas matière à réfléchir avant de confier ce genre de contrat à certaines entreprises. Donc, pour moi, je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a une différence entre les sociétés écrans et les sociétés offshore. Alors, mon confrère a parlé des sociétés écrans qui, d'habitude, n'existent pas réellement ou ne fonctionnent pas réellement. Et la société offshore qui, peut-être, s'installe sur un autre territoire, en dehors du territoire où ils effectuent leurs propres activités pour bénéficier de certaines facilités. Alors, en ce qui concerne ce groupe israélien, qui n'est même pas d'ailleurs le seul, à qui ce contrat pourrait être confié, parce qu'il y a un groupe chinois qui détient aussi 40%. Donc, au départ, si le marché arrivait à être définitivement conclu, donc ce groupe existe depuis une trentaine d'années, qui a ses activités. Il a cité les pays, il a oublié peut-être l'Éthiopie, il a oublié aussi d'autres continents. Ils ne sont pas seulement en Afrique, ils sont en Europe de l'Est. En Amérique, voilà. Mais j'ai dit qu'ils sont en Afrique depuis quelques années seulement. Ils ne sont pas donc depuis longtemps en Afrique. C'est quand même une structure qui a une expertise, qui a même un statut de leader dans le domaine des minerais, du gaz et d'autres domaines encore. Et je crois quand même que nous sommes sur un projet important qui va probablement, s'il se conclut, pouvoir apporter beaucoup à l'État togolais parce que c'est de gros investissements. On parle déjà de plus de 700 milliards que les groupes chinois et israéliens devront injecter dans l'exploitation de ces façons dans l'exploitation et la transformation de ce phosphate carbonaté. Et donc je crois que maintenant il y a des partenaires qui accompagnent le Togo dans ce genre de contrat et donc qui vont probablement suivre de près voir la crédibilité de ces sociétés-là. Oui, juste un détail, juste ajouter que en fait le groupe, tout à l'heure j'ai parlé de sociétés écrans, sociétés offshore. C'est vrai que les sociétés offshore, sociétés qui sont installées dans un autre pays ou différent de celui dans lequel ils font les activités. Mais souvent, comment ça se passe? Il y a des sociétés écrans qui sont créées
en intermédiaire entre les deux, et c'est ça qui permet de dissimuler en fait les transactions. Maintenant, on va pas revenir sur les transactions des trucs de l'évasion fiscale, mais juste ajouter que les Israéliens, ils existaient, oui, depuis des années, mais les sociétés qui sont en Afrique, les sociétés qui sont actives en Afrique aujourd'hui, n'existent pas depuis des années. Elles sont récentes. On va dire un mot sur la présidentielle au Gabon. 4 jours après le vote, toujours pas de résultat. Et la tension monte, la tension atteint son niveau le plus extrême. Attention, oui. il y a un problème là. Oui, parlons du Gabon par exemple. Vous savez, c'est une honte qu'un pays de 1 million et quelques centaines de milliers 600 et quelques milliers d'habitants. Ouais, avec un électorat évalué à quelques 600 000 personnes, ne puisse pas, depuis 4 jours, donner des résultats. Et nous apprenons que jusqu'à hier, ils avaient les résultats de plusieurs régions. Il n'y a qu'une seule région, la région d'origine de Bongo, Ali Bongo. De Bongo, dans la capitale de Franceville, c'est la seule région parce que jusque-là, le président sortant, il est battu. Et donc tout le monde, voilà. Et demande pourquoi sur sa région pour atteindre sa région et depuis hier justement, la population de sa région a subitement changé. Même sur Wikipédia, tout ça, on a vu que les gens sont venus modifier la population, la taille de la population de la région. On veut qu'on fait les chiffres. On fait la population pour pouvoir rattraper le retard sur son opposant. En tout cas, en Afrique, lorsque vous êtes président, vous organisez une élection et que vous avez du mal à proclamer les résultats, on sait ce que ça veut dire. J'admets rapidement. Un mot sur le Gabon. Ouais, non, je crois on sent qu'il y a l'un des deux candidats, qui ne veut pas accepter ça du fait. Le fait que ça traîne, ça veut dire qu'il y a problème, forcément. Dans notre cas, la dernière fois, c'était plutôt l'opposition qui ne voulait pas qu'on proclame les résultats. Non, l'opposition ne voulait pas. L'opposition voulait qu'on proclame et bureau de vote, pas bureau de vote. Comme le Gabon aujourd'hui aussi. Ouais, c'est clair. C'est ça. Qui ne voulait pas qu'on proclame les résultats. L'opposition voulait qu'on fouille. On proclame plutôt de façon détaillée. C'est tout. Non, quelle est cette façon de proclamer? Le bureau de vote. On a toujours. Ça permet la transparence. Est-ce qu'on proclame les résultats par bureau de vote? Il y a 6 000 bureaux de vote. Vous avez vu ça où? Il y avait 9 000 enquêtes. Vous avez vu ça où? Mais ça se fait ailleurs. Non. Il y a un contentieux, laissez la proclamation et puis suivez les voies normales. C'est comme ça se fait. Même au Gabon actuellement, je crois qu'il faut laisser proclamer les résultats. C'est ce que je dis. C'est la même chose. C'est ce que je dirais à l'opposition ici, laissez proclamer. C'est ce que je dirais à Ali Bongo, si c'est lui qui retient encore les résultats, mais qu'il laisse proclamer les résultats et qu'il suive les voies normales pour revendiquer. Derrière la pause, l'invité, on va recevoir tout à l'heure M. Sem Kofi et Amédon. Il est chef marketing de Togo Telecom. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité. On reçoit ce matin M. Sem Kofi Amédon. Il est le chef marketing de Togo Telecom. Bonjour M. Amédon. Oui, bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver sur le plateau de LCF, la première fois dans Toc Toc. Ok. C'est un plaisir pour nous aussi d'être là, justement pour répondre à des questions brûlantes de l'heure. Allons-y. Comment se porte à l'heure où nous sommes Togo Telecom? Je vous remercie. Comment se porte Togo Telecom? Je dirais que Togo Telecom se porte très bien. Togo Telecom se porte très bien parce que Togo Telecom aujourd'hui continue de donner le service à ses clients. Et Togo Telecom s'améliore de jour en jour pour améliorer justement ce service dont il est question. Mais on a lu dans la presse que Togo Telecom, le monde s'effondre sur Togo Telecom et que c'est votre fille, Togocel, qui vous maintient à vie aujourd'hui en vous donnant plus d'oxygène. Ok. D'entrée de jeu, je vais dire qu'il s'agit là d'une allégation non fondée. Mais avant de revenir sur le sujet, j'aimerais vous solliciter, vous et acteurs des médias, pour que nous puissions ensemble rétablir une vérité. Alors la vérité, c'est quoi? Togo Telecom
à un moment donné de sa vie, a créé une filiale que nous appelons Togo Cellulaire pour gérer le segment mobile. Et donc, vous comprenez que la relation entre une mère et une fille change, évolue par rapport aux mutations du marché. Et donc, sur ce, j'aimerais déjà que les derniers développements que nous lisons, celles-là, c'est comme si Togo Télécom et Togo Cellulaire, c'est deux choses différentes. Il faut que ça soit établi. Ce n'est pas maintenant, mais c'est Togo Télécom a créé une filiale pour s'occuper de son segment mobile. C'est ça la vérité. Il faut que ça se sache. Mais dans la pratique, la gestion est différente. Il n'y a aucun rapport Togo Télécom, Togo Cellulaire dans la pratique aujourd'hui. C'est ce qu'on voit depuis du moins la naissance de Togo Cellulaire en 1998. Non, c'est ce que j'aimerais vous expliquer. Vous savez, c'est vrai, on ne va pas faire un cours de gestion ici, mais lorsqu'on crée une filiale, on choisit stratégiquement de développer un certain nombre de synergies. Et donc, ces synergies peuvent changer, dépendant de comment le marché évolue. Et donc, je dirais tout simplement que lorsque on a choisi d'intervenir sur le marché avec deux marques commerciales différentes, bien sûr, qui sont représentées par ces deux logos, c'est dans le cadre d'une synergie adoptée à l'époque. Alors, le marché change. Et vous comprenez que ces derniers mois, justement, on sent un certain nombre de rapprochements de ces deux marques commerciales. Justement parce que... On tend même vers la fusion selon les infos. Oui, je reviendrai sur ce sujet-là. Okay. Et donc, ces deux marques commerciales, on tend à faire un certain nombre de rapprochements sur certains sujets. Pourquoi? Parce que le marché l'exige. Et donc, cette nouvelle synergie, on est dans un processus d'ailleurs global. Un processus, vous le savez comme moi, un processus de transformation. Vous parlez tout à l'heure de fusion. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, comme je le dis, de définir une nouvelle synergie entre une société mère et une société fille. Pourquoi non pas pour eux deux, pour les beaux yeux des deux, mais parce que justement les clients, le comportement de consommation des clients change. Et donc, on doit offrir sur le marché ce qui peut répondre aux besoins des clients. Et donc, ne soyez pas étonnés que dans bien de situations, ces deux marques commerciales, je le précise bien, soient ensemble pour offrir au mieux le service aux clients. Et qu'est-ce qui vous a poussé? Oh, excusez-moi. Mais je demeure, je reviens toujours sur cette vérité non supprimable, si je peux le dire ainsi. À un moment donné, on a créé une filiale pour gérer le segment mobile. Les relations entre mère et fille internes peuvent évoluer. Et donc, ça peut évoluer tout simplement par rapport à ce que le marché demande. Mais la relation a tellement évolué au point que mère et fille se bousculent sur le même marché, se concurrencent. On a vu la concurrence Togo Télécom et Togo Cellulaire parce que Togo Télécom a lancé le mobile Elim. On a vu Togo Cellulaire qui a lancé le GSM fixe et tout ça, ça a créé une crise entre vous parce qu'en temps, vous étiez ensemble pour construire le siège. Togo Télécom s'est démarqué à construire son siège ailleurs. Mais dites-nous, il y a eu quand même des problèmes entre vous deux entre temps. Si aujourd'hui c'est l'embellie, il faut reconnaître qu'il y a eu des problèmes de par le passé. Ok, moi je pense que j'ai au fait répondu à cette question. Je vais le réexpliquer. Je disais que lorsque on crée une société, une filiale, on établit stratégiquement les relations. Et donc ces relations peuvent changer. Comme je le dis, tout dépend du marché. Alors, à l'époque, à un moment donné, Togo Télécom a lancé Illico, au moment où Togo Cell vendait bien sûr Libertis. Mais alors, c'était dans le cadre d'une stratégie du groupe Togo Télécom. Et donc, je pense que cette stratégie-là a évolué aujourd'hui et le groupe a fait l'option de refaire un rapprochement des marques. Et ça, je ne pense pas que c'est, excusez-moi, ce n'est que mon avis, mais vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, vos téléspectateurs, qui sont aussi nos clients, je ne pense pas que le sujet qui les intéresse aujourd'hui, c'est la gestion interne de Togo Télécom, Togo Cellulaire. Ça m'intéresse parce que c'est une société d'État. On veut quand même savoir écoutez-moi, ce qu'est une société d'État, comment la société d'État est gérée. Je suis d'accord, mais vous comprenez que le téléspectateur qui veut utiliser un service ne veulent pas forcément savoir ce qui se trouve dans la caisse ou la comptabilité d'une entreprise, comment est-ce que le service va leur être offert et amélioré. Non, mais je propose que nous puissions on va évoluer. Alors, je suis d'accord que c'est peut-être pas le sujet principal, mais c'est important de mentionner que nous avons besoin de savoir comment les sociétés d'État sont gérées. On a annoncé dans ce pays la fibre optique. On a vu une grande cérémonie qui s'est déroulée vers Chouabagida avec des gens, le président, tout le monde était là. Et ça fait des années. Et bien depuis lors, on entend le DG a été sauté, Mikasa a été sauté, remplacé par M. Romet Taba. Mais est-ce que vous nous dire devant tout le monde aujourd'hui que le Togo, la fibre optique est opérationnelle chez nous? Ok.
Et c'est encore une question qui, j'avoue, hein, c'est pour une opportunité ici, pour toujours dire les vérités, quoi, telles que ça se trouve. Je vais peut-être être choqué, mais je suis un peu surpris que les journalistes et médias que vous êtes, vous rapportez une information qui n'est pas vraie. Je vais vous expliquer un peu. Quand on parle de station d'atterrissement sous-marin, on ne parle pas de fibre optique dans les maisons. Je pense qu'il y a là une amalgame terrible qui se passe dans toutes les maisons, dans toutes les bouches et surtout dans le développement des journalistes. Nous avons dit que nous avons, pour pouvoir assurer l'indépendance de la connexion Internet au Togo, Togo Télécom a lancé un projet pour faire atterrir le câble sous-marin au Togo. Et ça s'est bien fait en 2012 à Firingba. On l'a lancé. C'est une réalité et vous pouvez donc demander dans vos recherches, faire les recherches, le consortium WAX qui a développé le câble sous-marin dans tous les pays du monde. Il y a une station de WAX à Firingba et qui marche très bien. Et donc si aujourd'hui les gens se connectent à Internet, ils passent forcément par la station d'atterrissement du câble sous-marin WAX qui est à Firingba. Ça, c'est une réalité. Alors, ce qui est différent d'un client qui veut avoir la fibre optique jusqu'à son domicile, ça, nous voulons parler de la technologie. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour avoir accès à Internet, il y a plusieurs technologies. Vous le savez bien, vous avez vos clés, vous avez les GSM, un certain nombre de choses. Il y a la DSL qui permet d'apporter le câble à domicile. Alors, il y a aussi cette technologie de fibre de bout en bout qui quitte bien sûr nos armoires de quartier, amenant la fibre optique dans les maisons. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont ça. Il y a des hôtels qui ont ça. Pourquoi? Parce que ils l'ont demandé, c'est des offres sur mesure que nous faisons. Vous comprenez avec moi que la généralisation de ce qu'on appelle dans le jargon technique FTTH, partout dans le monde, ça n'a jamais été généralisé. Dans ces cas, les gens font des demandes que vous critiquez. Voilà, au même moment, ailleurs, on voit des gens qui ont une meilleure qualité de la connexion tout autour de nous. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les Togolais se plaignent de la qualité de la connexion Internet qui leur est servie? Les Togolais dépensent plus, mais la connexion, le service qu'ils ont en retour est médiocre, est insuffisant. Comment on explique ça en fait aujourd'hui? Ok. Excusez-moi, avant de revenir à vous, il y a une question qui m'intéresse ici aussi, où on dit souvent les Togolais dépensent plus. Et dans la sous-région, c'est moins cher, c'est mieux. Et il faut que nous soyons souvent factuels. C'est-à-dire que nous sommes dans le domaine commercial et nous, on ne peut pas intervenir sur un marché sans utiliser les meilleures pratiques qui sont tout autour de nous. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur nos offres pour pouvoir établir le fait que au Togo, la connexion n'est pas plus chère ni au Bénin, ni à Ouaga, ni à Accra. Alors, je prends un exemple. Je prends l'exemple de Accra qui est bien cité. Aujourd'hui, pour avoir une offre d'entrée de gamme, avoir une connexion à domicile à Accra, il faut payer, on a fait les conversions, quelque chose comme 13 700 et quelques. C'est l'offre d'entrée. Au Togo. C'est le bas de gamme. C'est le bas de gamme. Et au Togo, nous l'avons à 15 000 francs aussi par mois. Mais ça veut dire 2000 francs de différence. Non, c'est ce que je veux dire. Alors que le Ghana, les gens sont bien payés. Le prix de vie est plus élevé qu'ici. Non, écoutez-moi, je veux juste dire que voilà le cas du Ghana qui est cité partout comme si c'est... on est... Excusez-moi. Comme si c'est l'Eldorado. Voilà comment nous sommes. Au Ghana, le bas de gamme, 13 700 et quelques, et nous sommes à 15 000 francs au Togo aujourd'hui. Alors, je prends le Bénin. On n'a pas une offre à 15 000 au Bénin. Nous avons le bas de gamme, c'est autour de 22 000 francs. Et nous allons à Ouaga. Le bas de gamme, c'est toujours autour de 22 000 francs. Alors, de quoi parlons-nous? Pourquoi on crie partout que le Togo, au Togo, c'est plus cher? Mais la connexion est bonne là-bas, c'est ça aussi le discours. Ok, voilà, c'est le sujet de mon ami. Donc, on revient sur la question de... Répondez, parce que nous avons d'autres questions derrière. Voilà, on a le sujet de la connexion. Jamais aussi d'autres questions derrière. Voilà, on a le sujet... Il est fatigué d'avoir des connexions. Non, on a le sujet de la connexion. Et c'est vrai, quand les gens disent que c'est lent, ce n'est pas lent, vous savez, nous vendons une offre. Et l'offre a des caractéristiques. C'est-à-dire que vous achetez ce qui est adapté à vos usages.
Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, vous ne pouvez pas acheter une offre et que ça va être adapté à tous les usages. Je m'explique. Je prends, je ne vais pas citer peut-être non, mais j'ai rencontré un journaliste comme ça, au cours d'une rencontre à Sarakawa, je pense qu'il se plaignait que non, que la collection, notre connexion, c'est merdique, tout ça là. Et je lui ai posé une question. Vous êtes qui? Il dit non, il est journaliste. Ok, vous avez quoi? Oui, bon, moi j'ai la clé Elim. Oui. Alors, vous faites quoi avec ça? Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers et vidéos lourds avec la clé Elim pour faire votre métier de journalisme. Je suis désolé. Vous êtes sûr que tous les utilisateurs téléchargent des vidéos, ne serait-ce que pour ouvrir la boîte? Non, excusez-moi, c'est un cas que je suis en train de donner comme ça. Vous ne pouvez pas être journaliste, vous échangez des données, vous visualisez des choses pour pouvoir créer votre article et vous vous plaignez parce que vous avez pris une clé qui est une solution d'appoint, nous l'avons toujours dit, et une clé, que ce soit 3G de n'importe qui, une clé 3G existe pour justement faire une connexion d'appoint. Lorsque on veut utiliser la connexion Internet pour des usages professionnels, on prend de la liaison Internet câblée. Et ça, je pense que les entreprises l'ont compris, et je sais aussi que les journalistes qui l'ont expérimenté l'ont compris. Il faut prendre l'outil ou le moyen de communication qui s'adapte à votre usage. Parlant de qualité, je suis désolé, je vous prie, si vous faites la visite dans ces villes-là, c'est-à-dire Bénin, Cotonou, Ouaga, Dakar surtout, la connexion vraiment très bonne à Dakar. Je l'ai expérimenté. Ok, je suis d'accord. Expérimentez-le et s'il vous plaît, tentez de prendre les mesures au Bénin, à Ouaga, à Créa, à Dakar, et revenez prendre les mesures et demandez à celui chez qui vous avez eu l'accès, vous avez acheté quel débit à Togo Télécom. On ne peut pas acheter 1 méga et crier partout que je n'ai pas eu 4 mégas. Et je suis désolé d'intervenir. Chez vos bureaux, on a vu que la connexion est bonne chez vous. Non, même pas tout le temps, parce que parfois vous appelez, vous tombez sur les réceptionnistes, là, ils vous disent, eux-mêmes, ils n'ont pas la connexion pour vous aider. Donc aujourd'hui, ce qu'on les réceptionnistes... Bah oui, plusieurs fois. Moi-même, ça m'est arrivé. Bon, je suis étonné que vous disiez que, bon, c'est les Togolais qui ne prennent pas les bonnes connexions, parce que partout ça se plaint, même dans les entreprises qui sont installées un peu partout. Nous qui sommes sur le côté, vous arrivez de sortir, d'aller ailleurs. On dit qu'on peut faire l'opération parce qu'il y a un problème de connexion à la banque. Ça arrive dans les banques. Les gens n'arrivent pas à ouvrir la boîte. Ne serait-ce que pour ouvrir la boîte. Ne serait-ce que ça. Non, je pense que tu as aussi posé une question et c'est l'opportunité pour moi. Voilà, c'est l'opportunité pour moi d'expliquer un fait. C'est-à-dire, lorsque vous allez à un guichet de banque et on vous dit qu'il n'y a pas la connexion, vous savez, ce n'est pas une connexion Internet là. C'est-à-dire, les banques c'est des réseaux. Vous comprenez? Et donc, ils sont obligés de s'interconnecter. Et donc, ils prennent souvent des liaisons, nous l'appelons liaisons spécialisées point à point, qui prennent, oui, chez nous, mais ils prennent aussi chez des concurrents. Ça, ils prennent même à l'étranger, c'est ce qu'on a pris. Ok. Maintenant, ces banques, il n'y a pas que la connexion, la liaison entre leurs 2 points qui est forcément mise en cause lorsque leur guichet ne marche pas. Il s'agit des applications qui tournent sur ce réseau-là. Et alors, si ces applications ont des soucis, il ne peut pas vous l'expliquer. Mais la seule chose qu'il peut vous dire, c'est que la connexion ne marche pas. J'aimerais juste que le mot là, la connexion ne marche pas, ne puisse pas vous renvoyer systématiquement à la connexion Internet. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à s'interconnecter à leur serveur pour vous servir. Et donc, je pense que c'est important de le dire. Togo Télécom, c'est vrai, accompagne ces banques pour que il y ait la disponibilité autant que faire se peut, mais même si ce réseau est disponible, il peut arriver que le guichetier ne puisse pas forcément vous donner le service parce que c'est des applications qui tournent. Et les applications, bon, nous le savons tous, peuvent à un moment donné bugger. Oui, maintenant, est-ce que vous, à votre niveau, est-ce que vous nous attestez aujourd'hui que si on prend une clé Togo Télécom, on peut, ne serait-ce que ouvrir nos boîtes sans souci aujourd'hui, sans connaître des problèmes. Parce que justement, c'est ça. Les premières, les plaintes sont liées d'abord à ça. Les gens n'arrivent pas. Moi, j'ai suivi un cas hier où un ami devait m'envoyer son journal. C'est le patron de Maxime par PDF. Et il a attendu plus de 5 heures, ça ne marchait pas parce qu'il se connaissait avec... même avant de télécharger, ne serait-ce que ouvrir la boîte. Ne serait-ce que ça d'abord. Pour le faire parfois, vous suyez... Ok. Et donc si... Bon voilà, allez-y, on vous laisse répondre. Voilà, et
au fait, je vends de la technologie et donc pour ça, je ne sais pas gérer sur la technologie. Mais je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, la technologie. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs moyens de se connecter à Internet. Alors, lorsque nous prenons le cas des clés, clés Elim Nomad, comme vous le dites, la clé se connecte à Internet en ayant accès à l'antenne qui le gère, à l'antenne qui le gère. Et donc, comme nous avons toujours eu à le dire, nous vendons une solution dont la connexion est partagée et nous vendons une solution dont la connexion est filaire et non partagée. Donc, lorsqu'il vous arrive que vous prenez la clé et que ça n'arrive pas à donner le débit qu'il faut, il y a deux choses. Soit il y a eu saturation sur l'antenne qui vous gère, et je ne pense pas que, puisqu'on parle de quelque chose qui se déplace, je ne pense pas que cette réalité, vous le vivez à tout moment, c'est-à-dire ni à tout temps. Non. Voilà, donc il se peut qu'à ce temps T, il y a eu un petit surcharge et donc pour ça, on s'excuse et on va, pour les cas dont vous parlez, nous faisons toujours l'action qu'il faut, c'est-à-dire récupérer derrière ceux qui ont eu ce dommage, c'est-à-dire ça n'a pas marché. Pendant un temps, on essaie de corriger commercialement parlant. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui, quand vous prenez une clé 3G et une clé Elim Nomad, que ça ne va pas vaciller parce qu'il y a les intempéries qui peuvent intervenir aussi. Donc je ne peux pas... mais ce dont on parle, ce n'est pas seulement les clés. Bon, voilà. On comprend que vous excusez que ça ne va pas marcher à tous les coups. Mais bon, maintenant, est-ce que vous-même à votre niveau, est-ce que vous êtes satisfait des services, de la qualité des services que vous offrez aux clients? Pas seulement de la clé, mais en général, la qualité des services que Togo Telecom offre aujourd'hui à ses clients. Est-ce que vous, en tant que responsable de la société, est-ce que vous en êtes satisfait? Je ne peux pas, en tant qu'entreprise commerciale, où chaque jour j'ai mis quand même un service clientèle en place, j'ai des plaintes, donc je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai satisfait à tous les clients 100%, non, je ne peux pas le dire. Déjà, vous vous rappelez, en février, nous avons fait une nouvelle sortie sur le marché en disant qu'on s'était retrouvé en interne pour améliorer ce qui n'allait pas. Okay. On n'a pas fini d'améliorer, certes, mais on est venu, nous pensons que depuis cette année, nous avons amélioré considérablement tous nos segments de services. Mais on n'a pas fini les travaux. On l'avait annoncé que nous avons entrepris d'améliorer notre cœur IP, c'est-à-dire ce qui nous transporte vers l'international. C'est un point où cette amélioration, si ça s'est finalisé, nous allons tous le ressentir. Nous avons eu à faire quoi? Les câbles qui traînaient un peu en ville, on a eu à redresser ces câbles-là pour que la qualité revienne, c'est-à-dire pour que les lignes ne tombent pas souvent en dérangement et que les gens appellent le 119. Alors, nous sommes dans un processus, comme je le dis, c'est un vaste chantier, mais un chantier qui ne peut pas finir tout simplement parce que les usages changent. Donc nous nous adaptons aux usages pour pouvoir contenir justement les clients, toujours améliorer jour après jour. Donc par rapport à votre question, est-ce que Togo Telecom est satisfait des services qu'il offre à ses clients? Non, Togo Telecom prend conscience qu'il y a à faire. Okay. Mais Togo Telecom continue les efforts, les développe et nous souhaitons que vous, acteurs des médias et autres, de temps en temps, vous puissiez quand même faire le point sur les évolutions, les améliorations constatées, pour que ça ne soit pas toujours du black. Mais vous ne communiquez pas, Togo Telecom ne communique pas. Mais pourquoi ne pas réunir la presse fréquemment, faire des conférences de presse périodiques une fois par mois? On a vu à l'époque avec Togo Électricité qui faisait ça et du coup, les populations étaient informées. Pourquoi Togo Telecom ne fait jamais de conférences de presse, ne communique pas, ne va pas sur le plateau comme on le fait aujourd'hui pour expliquer la situation aux populations? Ok, bon, déjà le Telecom est là aujourd'hui, il va s'en défendre. Voilà, déjà en février, nous avons eu à faire ce que vous dites. Nous sommes en septembre. Non, je suis d'accord. Bon, c'est le dernier mois du doute, donc demain c'est septembre. Alors. Voilà, donc je disais qu'en février, nous avons eu à regrouper la presse pour pouvoir leur montrer non seulement ce qui est déjà fait et les perspectives. Alors nous nous apprêtons aussi encore à faire le chemin depuis février, le chemin que nous avons eu à faire. Nous nous apprêtons à encore le restituer, mais nous demandons à vous, nos clients,
et à vous, acteurs des médias, de pouvoir être nos témoins, c'est-à-dire les témoins de ces évolutions-là, pour que aussi ces évolutions soient partagées comme les non-services et les plaintes se partagent. Il faut que les évolutions aussi soient partagées ensemble. Mais comme vous l'avez dit, prochainement, nous allons encore faire ces rencontres-là pour partager les évolutions qui ont eu lieu, les améliorations constatées pour le bien de nos clients. Germain. Oui, alors les confrères ont posé la plupart des questions et ont pris donc en compte mes préoccupations le plus importantes. Mais parlons de la mutualisation des moyens avec TogoCell. Voilà. Est-ce qu'elle est déjà effective? Si elle ne l'est pas, à quelle date vous espérez commencer? Et puis que devient Illico? Parce que c'était un téléphone portable assez moins cher quand même par rapport à votre filiale. Est-ce que c'est pour TogoCell que vous ne distribuez plus Illico? Même les cartes de recharge Illico, c'est difficile de le trouver aujourd'hui. Que se passe-t-il avec Illico? Ok. D'accord. Par rapport à la mutualisation des moyens, je dirais que je l'ai dit au début, nous sommes dans le processus de transformation, comme je le dis. Et c'est un processus qui est enclenché depuis. Et donc, il y a plusieurs volets. Donc, les volets sont entamés. Et donc, comme je disais, nous avons côté commercial, ce que je maîtrise le mieux, côté commercial, nous préparons à travailler toujours avec le rapprochement de ces deux marques commerciales-là. Donc, maintenant, techniquement, c'est vrai, la mutualisation a commencé. Et d'ailleurs, les fruits se vont depuis décembre. Vous voyez que la 3G est très bien améliorée. Et depuis décembre jusqu'à maintenant, on ne connaît que des améliorations. Bon, ça m'étonne que voilà des sujets que des clients savent et que vous ne remontez pas suffisamment dans les médias. C'est-à-dire, c'est vrai que si quelque chose ne marche pas, c'est bien de le dire. Alors, lorsqu'il y a eu amélioration, relayer aussi les médias ne s'intéressent qu'à l'extraordinaire et les médias n'aiment pas ce qu'il y a. Lorsque le train est en retard, c'est ce qui intéresse le média, comme on dit. Mais de l'autre côté, moi j'ai une petite question. Les cartes d'Illico, oui, c'est ça. Oui, ils sont devenus Illico. Ok, justement, toujours dans cette mutualisation, nous avons annoncé depuis avril que le réseau de distribution de Togo Télécom est basculé sur le réseau de distribution de Togo Cellulaire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, partout où on vend les crédits Togo Cellulaire, on vend les crédits Illico. On devrait vendre. Voilà, on devrait vendre. Voilà, c'est une belle question. On devrait vendre les crédits Illico. C'est-à-dire les vendeurs motorisés qui vont vendre au point de vente, ils ont les deux produits dans la main. Donc ils vendent aussi à ces points de vente-là. Alors, pour établir un peu les faits, quand vous allez à un point de vente, il dit que lui n'a pas Illico, il y a deux choses. Soit il n'a pas voulu vendre Illico, ou alors Illico est fini. La question de pénurie s'explique par là, parce qu'aujourd'hui, le crédit Illico est bien disponible, les recharges Illico sont disponibles et commercialisés par les vendeurs. Mais se font rares sur le terrain, c'est ça, on ne comprend pas. Oui, mais pourquoi tu ne prends pas d'initiative pour que ce soit vraiment facilité, que les gens aient vraiment assez facilement? Oui, ce que je veux dire, les initiatives au fait qu'on peut prendre dans la distribution, c'est quoi? C'est chercher des partenaires, que les partenaires revendent les crédits. Alors les partenaires aujourd'hui qui revendent les crédits sur tout le territoire, tous les partenaires TogoCell sont les partenaires Togo Télécom. Mais des fois, ces partenaires ne sont pas intéressés par le produit Togo Télécom. Voilà, justement. Vous trouvez une solution intermédiaire pour que nous, les consommateurs, nous soyons satisfaits. Pourquoi pas créer des kiosques Togo Télécom spécifiques où on va acheter les recharges Illico? Ok, c'est un point d'amélioration que je note et que nous allons prendre ça en considération. Massif, j'ai une question importante. Dans les pays à l'étranger, on voit que les week-ends, surtout les dimanches, la communication est gratuite parce que souvent c'est gratuit les dimanches. Les frais et des fois même les frais sont diminués. Au Togo, on ne voit pas le cas, on ne voit pas ça avec Togo Télécom. C'est quoi le problème en fait? Est-ce que vous voulez vraiment trop manger, vous êtes glouton à la limite à Togo Télécom? Ok. Bon, vous avez donné globalement des cas comme ça, mais comme je le disais au début, moi j'aime souvent être factuel. Je vais vous donner un cas précis du Ghana. Et pour vous dire que tout ce qui se fait dans le cadre d'une stratégie globale. Bon, le Ghana que j'ai expérimenté la dernière fois, c'est quoi? C'est que quand vous rechargez du crédit,
c'est parce que vous avez rechargé. Et par rapport à ce que vous avez rechargé, c'est ce qu'on vous donne le week-end. Et ici, qu'est-ce que vous faites ici? Non, c'est ce que je veux vous expliquer. Vous voyez que le fait de dire le week-end, la communication est gratuite, ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas gratuit parce que vous l'avez prépayé en semaine. Je ne sais pas si vous voyez. Non, et aussi, dans le cas du benchmarking marketing, nous, on ne voit pas seulement le prix, on voit l'offre. L'offre, c'est quoi? C'est toutes les conditionnalités. C'est-à-dire, c'est vrai, quelqu'un vous dira, oh, bon, moi, j'appelle le week-end gratuitement. Mais il ne va pas vous dire qu'au fait, pour pouvoir le faire, il a dû recharger de lundi à vendredi. Vous voyez ça? Oui, même ça, on ne le fait pas aujourd'hui. Non, c'est ce que ça, c'est même une ça, offre. on ne le fait pas, ouais. Oui, ça, c'est une offre. Et quand, pour concevoir une offre, on conçoit une offre par rapport au comportement d'usage de la population. Au fait, je ne dis pas qu'on va jamais le faire, hein. Mais il se fait qu'on ne fait pas une offre comme ça pour le faire. C'est pour que les gens le consomment. Et pour que les gens consomment une offre, on analyse comment ils consomment. Mais vous le faites déjà. Vous faites des week-ends, on vous demande de taper des chiffres et vous savez, les appels gratuits, vous faites des éditions de forfait. Oui, mais pourquoi tu ne vas pas faire autant? Non, c'est ce que je veux dire. Et il faut qu'on puisse aussi rétablir. Vous savez qu'on le faisait. Vous savez qu'on a eu à le faire. Pourquoi ça ne se fait plus? Non, c'est juste vous dire que une offre, on ne la crée pas ex nihilo. Une offre est basée sur le comportement d'usage des clients. Alors, chaque fois, ça changera. Comme je dis pas qu'on va plus le faire. On le refera et si ça rentre un peu. Le besoin se fait sentir. Voilà, ça rentre dans la stratégie globale et que le besoin se fait sentir. Vous voyez. Dans le tout, j'aimerais préciser vraiment ça. Quand vous prenez les valeurs, les prix et autres, essayez de voir les conditionnalités pour que la comparaison soit vraiment, comment on dit, soit pertinent. Oui, mais voilà. Une dernière question, s'il vous plaît. Parlant de communication, on sait que vous sollicitez des organes de presse pour votre communication, mais pourquoi un organe de presse, mais des organes comme l'Alternative et d'autres, sont comme un peu boudés par Togo Télécom? Est-ce que vous avez des critères de choix? Est-ce que, parce qu'un journaliste critique avait le pouvoir que Togo Télécom ne doit pas la pub? Est-ce que c'est possible? Il y a des choses comme ça chez vous? Bon, moi, je pense que le secteur de la publicité, c'est une offre commerciale que les journalistes font et que ceux qui veulent faire la publicité répondent. Alors, lorsqu'on choisit quelqu'un ou lorsque quelqu'un nous envoie un courrier, on l'analyse et on l'utilise. Alors, moi, je n'ai pas de liste noire ni liste rouge à mon niveau ou au niveau Togo Télécom. Lorsque nous pensons que l'audience va marcher et que les journaux là vont porter notre message, nous l'utilisons sans problème. Pas confidentiel. Merci à monsieur Amedon. Bien crédible. Starter de ce juste merci, on remercie notre invité, monsieur Amedon Kofisem, d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait plaisir. On espère vous revoir, peut-être dans 1 ou 2 mois. Et moi, j'espère vivement que Tok qui est au jeu de l'audience, qui est très suivi, et sur LCF, City FM aussi sur Internet partout dans le monde, aura les annonces Togo Télécom très bientôt. Alors, on vous laisse le mot de fin, monsieur Amedon Kofisem. Bon, comme mot de fin, comme je le disais, c'est nos clients. J'aimerais réaffirmer ici qu'au Togo, ceux qui n'ont pas encore accès à Internet à DSL, nous faisons aujourd'hui le forfait mensuel à 15 000 francs le mois pour 5 gigaoctets. Nous l'appelons forfait découverte. C'est-à-dire pour que chacun puisse essayer la chose et comprendre qu'au fait, on ne peut rien faire aujourd'hui de bien et de mieux sans Internet. Et nous assumons l'entière responsabilité d'apporter ce service-là à toute la population. Donc, rendez-vous dans nos espaces, rendez-vous avec nos vendeurs. Nous sommes disponibles pour vous installer l'Internet le meilleur du Togo. La facture à la fin de l'émission, vous l'aurez fait certainement. Mesdames, Messieurs, donc, on vous remercie d'avoir suivi octobre 31 2016. Merci à Jérémy Poulu, le patron du Togo Réveil. Merci à Maxime Domény, rédacteur en chef, le numéro 2 de l'Alternative. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien à la rediffusion. Rappelez-vous, c'est à 22h30 sur LCF City FM et sur le www.lcftogo.com.